J'étais là, au milieu de nulle part, à grelotter dans les bras de l'homme le plus dangereux de Marseille. La pluie cinglait les baies vitrées de cette cabane en verre, perdue au milieu des bois. Je pouvais à peine voir ma main tremblante, encore moins la forêt sombre qui nous entourait. Chaque muscle de mon corps hurlait, l'adrénaline me pompait dans les veines comme un poison, et la robe rouge, cette robe magnifique qui devait me transformer en une femme inaccessible, était déchirée, salie, trempée. J'avais les pieds nus, le froid me mordait jusqu'aux os. Comment en étais-je arrivé là? Il y a quelques semaines à peine, ma vie c'était juste le club, les dettes et la peur au ventre. Si je devais raconter, je commencerais peut-être par cette nuit-là, pas celle-ci, non, mais celle au Onyx. Un club au centre de Marseille, l'air lourd d'un mélange de parfums bon marché, de whisky hors de prix et une odeur qui maintenant me collait à la peau, la sueur froide du danger. C'était il y a, quoi, un mois, deux, les jours se brouillent quand chaque minute est un combat. J'avais l'impression d'avoir 80 ans, pas 23. Mes côtes, bon sang, elles me faisaient atrocement mal à chaque respiration, une douleur lancinante, perçante, comme un couteau tordu dans la chair. Le correcteur sur ma joue, il était épais, bien trop épais sous les stroboscopes, mais il cachait à peu près la marque jaune verdâtre laissée par une bague en laiton 2 jours plus tôt, une de ces nuits où les collecteurs étaient venus me rendre visite. Table 4, encore une tournée de bourbon sec, le bon, les Pappy Van Winkle, m'avait hurlé Sophie, ma responsable de salle, dans l'oreille. Sophie, une femme qui suait à grosses gouttes, même en plein hiver, toujours à crâne. Et arrange tes cheveux, tu ressembles à un épouvantail. J'avais baissé les yeux, murmuring un « Oui, Sophie, je ne pouvais pas perdre ce boulot. Passe maintenant. » Les pourboires, j'en avais désespérément besoin. Les intérêts sur la dette de Julien s'accumulaient heure par heure. Et les hommes qui étaient venus me parler la nuit précédente, ceux qui avaient dessiné une carte de la douleur sur mes côtes, avaient promis d'être moins polis la prochaine fois. La table 4, c'était la loge VIP, tout au fond, drapée d'ombre et tapissée de velours rouge sang. La table dont tout le monde chuchotait, elle appartenait à lui, Pierre Moretti. Même dans une ville comme Marseille, ce nom-là portait un poids qui faisait bégayer les hommes les plus endurcis. Il avait 32 ans, à l'époque, la tête du syndicat criminel Moretti. On racontait qu'il était la raison pour laquelle la moitié des responsables de l'autorité portuaire de la ville avaient disparu ces 10 dernières années. Quand je m'étais approché, l'air autour de la table s'était raréfié. Il y avait 4 hommes, mais je ne voyais que lui. Il était assis au centre, appuyé en arrière avec une fausse nonchalance. Il portait un costume anthracite qui valait plus que toutes mes économies cumulées. Sa cravate était légèrement dénouée, un verre de liquide ambré reposait dans une main qui ne tremblait pas. Ses yeux sombres, intelligents, terriblement ennuyés. Ça, je me souviens, ce regard d'ennui, comme si le monde entier était un jeu qu'il avait déjà gagné 1000 fois. « Vos boissons, messieurs, » j'avais murmuré, ma voix se cassant un peu. J'avais posé les verres. 1, 2, 3. Ma vision s'était brouillée. La pièce avait basculé violemment sur la gauche. La douleur dans mes côtes s'était transformée en une supernova aveuglante. Je n'avais rien mangé depuis 2 jours. Chaque centime partait chez Shitty salaud. « Ne t'évanouis pas. Pas ici. Pas maintenant, me répétais-je. J'avais tendu la main vers le 4e verre, celui de Pierre. Ma main tremblait de façon incontrôlable. Quand mes doigts se venaient d'effleurer le cristal, mes genoux avaient simplement lâché. Le plateau avait glissé. Crac! Le son du cristal brisé avait déchiré la musique pulsante. Le bourbon avait éclaboussé le cuir italien poli des chaussures de Pierre. J'étais tombé en avant, m'attendant à l'impact du sol dur, m'attendant aux cris, au licenciement, à la fin de ma vie. Mais je n'avais pas touché le sol. Un bras, dur comme l'acier, s'était refermé autour de ma taille.
L'élan m'avait fait basculer la tête en arrière, et je m'étais retrouvé à fixer le visage du diable en personne. Pierre Moretti avait bougé plus vite que n'importe quel être humain. Il était à moitié debout, me tenant, tout mon poids mort, d'un seul bras, comme si j'étais une poupée de chiffon. La musique n'avait pas cessé, mais le silence à la table 4 était assourdissant. Je, je suis tellement désolé, avais-je haleté, le monde tourbillonnant. Je vais nettoyer, je vais payer. Pierre n'avait pas regardé ses chaussures. Il m'avait regardé, moi. Son regard était clinique, balayant mon visage pâle, mes pupilles dilatées, le voile de sueur froide sur mon front. « Tu trembles », avait-il dit. Sa voix était un baryton grave, douce comme du gravier dans un polisseur de pierre. J'ai eu l'impression que la terre s'ouvrait sous mes pieds. « Je vais bien », avais-je menti, essayant de me dégager. J'avais grimacé. Le mouvement avait remonté la manche de ma chemise, révélant le bleu violacé. Son emprise s'était resserrée, m'empêchant de fuir. Ses yeux s'étaient posés sur mon avant-bras exposé. Là, contrastant crûment avec ma peau pâle, il y avait des marques de doigts, des ecchymoses brutales, violet foncé, la forme d'une main qui avait serré trop fort, trop violemment. De vieilles ecchymoses jaunissant sur les bords, de nouvelles éclatantes en bleu. L'ennui avait disparu de ses yeux. Il avait été remplacé par quelque chose qui avait fait reculer les gardes du corps derrière lui. Il avait changé sa prise, son pouce traçant le bord d'une ecchymose avec une douceur surprenante, tandis que ses yeux restaient fixés sur les miens. Marie, il avait lu mon badge. Il l'avait dit comme un verdict. « Lâchez-moi, s'il vous plaît », avais-je murmuré, les larmes me piquant les yeux. « J'ai besoin de ce travail. » « Oublie le travail », avait dit Pierre, sa voix assez basse pour que je sois la seule à l'entendre. Pourtant, elle portait la force d'un ordre. Il avait levé les yeux vers Sophie, la gérante, et qui se précipitait avec une serviette, l'air terrifié. C'est là que ça devient intéressant. Enfin, pas pour moi, mais pour Sophie, c'est certain. J'étais à moitié dans les vapes, mais je l'ai vue, elle, Sophie, et son visage, c'était un mélange de horreur et de panique pure. Elle était petite, un peu forte, et sa peau était toujours rougeaud. Ce soir-là, elle était cramoisie. J'ai un peu de peine pour elle en y repensant. Je veux dire, on n'a aucune idée de ce qui se passe dans la tête des autres. Et alors que moi, je flanchais, pour Sophie, c'était l'apocalypse de son côté. Elle m'a raconté plus tard, la pauvre. Elle me disait, « Marie, quand j'ai vu M. Moretti te tenir, mon sang s'est glacé. Je me suis dit, c'est la fin du monde pour toi, mais surtout pour moi. Personne ne touche aux affaires de M. Moretti, surtout pas pour lui faire une scène. Et puis quand il a vu tes bleus, je voyais la fureur dans ses yeux, même s'il ne bougeait pas. J'ai couru, j'ai bégayé des excuses, lui proposant de te virer, pensant calmer le jeu. Mais sa voix, Marie, sa voix. Quand il m'a dit de me taire, c'était pas un cri, c'était un tonnerre qui résonnait dans mes os. J'ai fermé ma bouche. J'étais paralysé de peur. Je n'arrivais plus à respirer. J'étais sûr que c'était mon tour, qu'il allait me briser juste parce que j'avais croisé son chemin. Pour elle, c'était ça le vrai drame de la soirée, pas mes côtes cassées, mais sa peur panique de l'homme qui avait tout le pouvoir ici. Ça met les choses en perspective, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Moretti, je suis tellement désolé, elle est maladroite. Elle est virée immédiatement, avait balbutié Sophie. Taisez-vous, avait dit Pierre. Il n'avait pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Sophie avait fermé sa bouche d'un coup. Pierre m'avait de nouveau regardé. J'avais senti ma conscience s'échapper, l'adrénaline s'estompant dans un vide obscur. Mes jambes avaient complètement lâché et il m'avait soulevé dans ses bras, façon mariée, sans un grognement d'effort. Il m'avait serré contre sa poitrine. Je sentais le bois de santal, le tabac et la pluie. Des odeurs fortes, enivrantes et, curieusement, apaisantes. « Jean », avait dit Pierre à son chef de la sécurité, un homme gigantesque posté près de la loge. « Amène la voiture tout de suite. »« Patron »,
avait demandé Jean en me regardant. On va où? Pierre avait baissé les yeux sur moi, inconsciente dans ses bras, traçant une dernière fois les ecchymoses sur mon bras. Chez moi, avait dit Pierre, et appelle le docteur Dubois, dis-lui de nous y rejoindre. Alors que mes yeux roulaient en arrière et que l'obscurité m'emportait, la dernière chose que j'avais entendue était le grondement grave et dangereux de sa voix contre mon oreille. Qui t'a fait ça? J'avais repris connaissance avec une odeur d'antiseptique et de linge coûteux. Un instant, j'avais cru être morte. Le plafond au-dessus de moi était peint à la main, des nuages de style Renaissance. Les draps qui me couvraient étaient en soie, frais contre ma peau fiévreuse. J'avais essayé de m'asseoir, mais une douleur aiguë sur le côté m'avait fait haleter. Doucement, avait dit une voix, vous avez 2 côtes fracturées et une déshydratation sévère. Si vous bougez trop vite, vous allez encore vous évanouir. J'étais resté immobile. J'avais tourné la tête. Assis dans un fauteuil en cuir dans le coin de la pièce, il y avait Pierre Moretti. Il avait retiré sa veste de costume. Sa chemise blanche était retroussée jusqu'au coude, révélant des avant-bras noueux de muscles et marqués de tatouages pâles. Il lisait un dossier, une chemise cartonnée qui avait l'air terrifiante de son officialité. « Où suis-je? » avais-je râlé. Ma gorge était comme du papier de verre. « Mon domaine sur la Côte d'Azur, » avait dit Pierre, fermant le dossier. Il s'était levé et avait marché vers le lit. La pièce était immense, les fenêtres donnant sur un lac gris et orageux. Je crois que c'était le Lehman, mais j'étais tellement perdu que ça aurait pu être la mer. « Pourquoi? » « Parce que vous vous êtes effondré sur mes chaussures, » avait dit Pierre simplement. Il avait versé un verre d'eau d'une carafe en cristal et me l'avait tendu. « Buvez. » J'avais hésité puis l'avais pris. Mes mains tremblaient en l'air encore, mais moins qu'avant. J'avais vidé le verre. « Je dois partir, » avais-je dit, repoussant les couvertures. J'avais regardé vers le bas et réalisé que je ne portais plus mon uniforme de serveuse. J'étais dans un t-shirt trop grand qui sentait son odeur. Une vague de panique m'avait saisi à la poitrine. « Où sont mes vêtements? »« Brûlés, » avait dit Pierre. « Ils étaient couverts de Bourbon bon marché et de votre peur. Je dois travailler, je dois payer. » Je m'étais arrêté. « Payer qui? » avait demandé Pierre. Il s'était appuyé contre le montant du lit, croisant les bras. Cette posture décontractée ne m'avait pas trompé. Il était un prédateur, à l'affût du moindre mouvement. Personne, juste des factures. Pierre avait tendu le bras et avait ramassé la chemise cartonnée qu'il lisait. Il l'avait jetée sur le lit, juste sur mes jambes. Marie Roussel, avait-il récité, sa voix dénuée d'émotion. Père décédé, 2018. Mère dans un centre de soins en Bretagne. Frère Julien Roussel, 25 ans, disparu depuis 3 mois. Vu pour la dernière fois en train de jouer au casino fluvial. J'étais devenu froide comme la mort. « Comment avez-vous? »« Je sais tout ce qui se passe dans cette ville, Marie, » avait dit Pierre. « Surtout quand quelqu'un tombe dans mes bras en ressemblant à un punching ball. » Il s'était rapproché, sa présence écrasante. Il avait posé une main sur le matelas, se penchant sur moi, ses yeux de la couleur de l'espresso, intenses et fouilleurs. « Le docteur vous a examiné, » avait dit Pierre, sa voix descendant d'une octave. « Il a trouvé les ecchymoses sur vos côtes, la fracture en guérison de votre poignet, les brûlures sur votre épaule. » J'avais tiré la couverture jusqu'à mon menton, me cachant. Je suis tombé. « Ne me mentez pas, » avait averti Pierre. Ce n'était pas un cri. C'était un grognement grave qui avait fait vibrer mes os. « Vous n'êtes pas tombé. Quelqu'un vous a fait ça. Quelqu'un de méthodique. » Il avait tendu les doigts, les faisant planer près de mon menton. J'avais tressailli. Pierre s'était arrêté. Un éclair de quelque chose, colère, douleur, avait traversé son visage. Il avait retiré sa main lentement. « Je ne fais pas de mal aux femmes, Marie, et je ne laisse pas les autres leur faire du mal en ma présence. » Il s'était redressé, boutonnant ses manchettes. « Vous resterez ici jusqu'à ce que vous soyez guéri. »« Je ne peux pas, avais-je plaidé. »
Vous ne comprenez pas. Si je n'ai pas l'argent d'ici vendredi, ils vont quoi? Avait pressé Pierre. Me tuer Julien. J'avais détourné le regard, les larmes coulant. Ils ont dit qu'ils m'enverraient les doigts de Julien. Ils ont dit que j'avais 1 semaine pour payer 50 000 €. La pièce était devenue silencieuse. Le seul son était la pluie fouettant la vitre. Pierre avait marché jusqu'à la fenêtre, regardant l'étendue grise du lac. Il était resté là longtemps, une statue de rage contenue. 50 000, avait-il murmuré. Pour lui, c'était de la petite monnaie. Pour moi, c'était une condamnation à mort. Il s'était retourné vers moi. Qui sont-ils? Je ne connais pas leur nom, avais-je sangloté. Ils se font appeler les collecteurs. Leur chef, il a une cicatrice à travers le sourcil. Il porte une bague en argent avec un serpent. Pierre était resté immobile. L'air dans la pièce semblait vibrer. Un serpent? Avait répété Pierre. Oui. Pierre avait marché jusqu'à la table de chevet et avait pris son téléphone. Il avait composé un numéro, ses yeux ne quittant jamais mon visage. « Jean, avait-il dit au téléphone, prépare la voiture et dis au gars de charger. On va rendre visite aux vipères. » Les vipères, avais-je murmuré, le nom sonnant étranger et terrifiant. Marc Leblanc, m'avait dit Pierre, raccrochant. Un parasite de bas étage qui pense pouvoir opérer dans ma ville sans payer ses dus. Il avait marché jusqu'à la porte, puis s'était arrêté. Il m'avait regardé, recroquevillé dans son lit, petite et brisée. « Reposez-vous, Marie. Quand vous vous réveillerez, votre dette sera effacée. »« Pourquoi ?» avais-je demandé, ma voix tremblante. « Pourquoi faites-vous ça? Vous ne me connaissez même pas. » Pierre m'avait regardé longtemps. « Vous avez raison, je ne vous connais pas. » Ses yeux s'étaient assombris. « Mais vous avez renversé du whisky sur mes chaussures. Et maintenant vous m'appartenez jusqu'à ce que cette dette soit remboursée. » Je dois vous rembourser. »« Pas avec de l'argent, » avait dit Pierre, un sourire dangereux effleurant ses lèvres pour la première fois. « Nous discuterons des termes de votre emploi plus tard. Pour l'instant, dormez. » Il était sorti, fermant la lourde porte en chêne. Le claquement du verrou avait résonné dans le silence. Je m'étais enfoncé dans les oreillers, mon cœur battant la chamade. J'étais en sécurité des requins de la dette, oui, mais j'avais échangé une meute de loups contre un lion, et le lion avait l'air affamé. J'avais réfléchi à tout ça, à l'absurdité de ma situation. Il y a quelques mois, ma seule préoccupation, c'était de payer le loyer de mon petit appartement à Lyon, près de la place Bellecour. Mon père, il m'a toujours dit, « Marie, fais attention aux belles paroles. Un sou est un sou. » Il me mettait en garde contre les marchands trop éloquents du marché de la Croix-Rousse. Et maintenant j'étais enfermé dans un château d'or avec un homme qui semblait posséder la ville entière, et qui, selon lui, me possédait aussi. Des promesses de sécurité, de vengeance, tout sonnait si bien, trop bien. Mais j'avais appris à la dure que la perfection n'existe pas, que les contes de fées n'étaient que des mensonges pour enfants. C'est peut-être ça le plus terrifiant, cette impression que ma vie n'était plus la mienne, qu'elle était devenue une pièce de théâtre écrite par quelqu'un d'autre. Et moi, j'étais juste l'actrice principale, sans aucun pouvoir sur le scénario. Pierre n'était pas revenu avant 12 heures. Quand il était finalement entré dans la suite, il était plus de minuit. J'avais passé la journée à faire les 100 pas dans la pièce, testant la porte verrouillée et regardant par les fenêtres le vaste domaine. C'était une forteresse. Hauts murs, caméras, hommes en costume sombre, patrouillant avec des bergers allemands. Quand la porte s'était ouverte, j'avais sauté du lit, me reculant contre la tête de lit. Pierre avait l'air différent. Il avait enfilé une chemise noire et un pantalon frais, mais il y avait une tension dans ses épaules qui n'était pas là avant. Ses jointures sur sa main droite étaient tuméfiées, la peau fendue et à vif. Il avait jeté une lourde pochette de velours sur le lit. Elle avait atterri avec un bruit sourd. « Ouvrez !» avait-il ordonné. J'avais attrapé le sac avec des doigts tremblants.
J'avais desserré les cordons et regardé à l'intérieur. C'était une bague en argent, un serpent enroulé sur lui-même. Elle était tachée de quelque chose de sombre et séché. J'avais haleté, laissant tomber le sac. « Est-ce que Marc Leblanc ne vous dérangera plus ?» avait dit Pierre froidement. Il avait marché jusqu'au mini-bar de la pièce et s'était servi un verre. Il ne m'en avait pas offert cette fois-ci. Il a été persuadé de pardonner la dette. « Et Julien ?» avais-je demandé, l'espoir fleurissant dans ma poitrine. « Avez-vous trouvé mon frère ?» Pierre avait pris une longue gorgée de son verre. Il s'était tourné vers moi, son expression indéchiffrable. « Votre frère n'était pas avec Marc. » Mais ils ont menti. Pierre m'avait coupé. Marc n'était que le bras armé. Il a acheté la dette à quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus haut placé. Pierre avait marché vers moi, s'arrêtant au pied du lit. Cette situation est plus compliquée qu'une dette de jeu, Marie. Votre frère n'a pas seulement perdu de l'argent. Il a volé quelque chose de très précieux à des gens très dangereux. Julien ne volerait pas, avais-je défendu faiblement, même si je savais au fond de mon cœur que mon frère était capable de tout quand il était désespéré. Tout le monde vole quand il est désespéré, avait dit Pierre. Le fait est que les gens qui le cherchent ne sont pas seulement des voyous de bas étage comme Leblanc. Ce sont mes rivaux, la faction nord de l'organisation de Philippe Delacroix. Pierre avait posé ses mains sur les montants du lit, se penchant. Si vous quittez cette maison, ils vous trouveront. Ils vous utiliseront pour faire sortir votre frère et ils ne s'arrêteront pas aux Sakimos la prochaine fois. J'avais senti le sang se retirer de mon visage. Donc, je suis une prisonnière. Vous êtes une invitée sous ma protection, avait corrigé Pierre. Mais oui, vous ne pouvez pas partir. Pendant combien de temps? Jusqu'à ce que je trouve votre frère et l'objet qu'il a volé, jusqu'à ce que je nettoie la carte. Et qu'attendez-vous en retour? Avais-je demandé, levant le menton. J'avais essayé de rassembler la défiance qui m'avait maintenu en vie dans la rue, mais face à Pierre, cela ressemblait à brandir un bouclier en papier face à un ouragan. Les yeux de Pierre m'avaient balayé. J'ai besoin d'une couverture. Une couverture? La faction Nord me surveille. Ils pensent que je suis faible parce que je ne me suis pas marié, que je n'ai pas produit d'héritier pour garantir les alliances. Ils prévoient de prendre mon territoire. Il avait contourné le lit, réduisant la distance entre nous. J'ai besoin qu'ils croient que je suis distrait, que je suis épris. J'avais cligné des yeux. Vous voulez que je fasse semblant d'être votre petite amie? Pas une petite amie, avait corrigé Pierre doucement. Chiner. Il avait tendu la main, me caressant la joue. Son pouce avait effleuré mon housse de la joue, son toucher électrisant. Ma fiancée. C'est insensé, avais-je murmuré. Je suis une serveuse. Je ne suis personne. Vous êtes belle, avait dit Pierre, sa voix tombant dans un murmure rauque. Vous êtes vulnérable et vous êtes là. C'est la narration parfaite. Le puissant parrain qui tombe pour la roturière innocente. Cela les fera me sous-estimer. Cela leur fera croire que je me suis ramolli. Et vous l'êtes? Avais-je demandé essoufflé. Les yeux de Pierre avaient sondé les miens. Essayez-moi. Il s'était brusquement reculé, la chaleur de sa main s'évaporant, laissant ma peau froide. Demain soir, c'est le gala à l'opéra. Toutes les familles seront là. Nous ferons nos débuts. Je n'ai rien apporté, avais-je bégayé, la tête tourbillonnante. Jean a fait venir une styliste. Elle attend dans le couloir. Pierre s'était tourné vers la porte. Ne me décevez pas, Marie. Vous jouez le rôle, je sauve votre frère. C'est l'accord. Et si je refuse? Pierre s'était arrêté à la porte. Il n'avait pas regardé en arrière. Alors j'ouvre les portes et je laisse entrer les loups. La robe était rouge sang. Ce n'était pas juste un vêtement. C'était une âme taillée dans la soie et la mousseline. Elle avait des manches longues qui dissimulaient élégamment les ecchymoses s'estompant sur mes bras, un col haut qui cachait les marques sur ma clavicule et un dos qui plongeait dangereusement bas,
révélant la peau crémeuse et immaculée de ma colonne vertébrale. Je me tenais devant le miroir pleine longueur de la loge, reconnaissant à peine la femme qui me fixait. La styliste, une femme française au langage affûté nommée Céline, avait épinglé mes cheveux foncés en un chignon complexe, lâche et brillant, laissant des mèches encorer un visage maintenant maquillé à la perfection. Les cernes sous mes yeux avaient disparu. Mes lèvres étaient teintées d'une baie profonde. J'avais l'air riche. J'avais l'air dangereuse. J'avais l'air d'appartenir à Pierre Moretti. Vous ressemblez à une reine, avait murmuré Céline, retirant une épingle de sa bouche. Une reine marchant vers la guillotine peut-être, mais une reine toute de même. Merci, avais-je murmuré. J'avais touché le ras de cou en diamant que Céline venait de fixer autour de mon cou. C'est vrai? Tout ce que M. Moretti possède est vrai, ma chérie, y compris les ennuis. Un coup à la porte avait signalé que l'heure était venue. J'avais pris une profonde inspiration, ignorant la vive douleur dans mes côtes, en voie de guérison, et j'étais sorti. Pierre m'attendait dans le foyer. Il ajustait ses boutons de manchette, me tournant le dos. Il portait un smoking qui lui allait comme une seconde peau, bleu nuit au lieu de noir, ce qui rendait ses cheveux foncés et ses yeux encore plus intenses. Il s'était retourné quand il avait entendu mes talons sur le marbre. Ses mains s'étaient immobilisées sur ses manchettes. Pendant une longue seconde étirée, il n'avait pas respiré. Son regard avait commencé à mes chaussures et avait lentement remonté, possessivement, s'attardant sur la courbe de ma taille et la peau exposée de mon dos alors que je tournais légèrement. « Alors ?» avais-je demandé, ma voix tremblant légèrement. « Ça passe ?» Pierre avait marché vers moi. L'air dans la pièce s'était alourdi et chargé. Il s'était arrêté à quelques centimètres de moi, assez près pour que je puisse sentir la chaleur émanant de son corps. « Ça passe ?» avait répété Pierre, sa voix rauque. « Marie, vous allez embraser la ville. » Il avait tendu ses jointures, effleurant ma joue. « La robe, elle couvre les marques. »« Oui, bien. Personne ne doit les voir sauf moi. Personne ne doit savoir que vous êtes blessé. Pour eux, vous êtes intouchables. » Il m'avait offert son bras. « Prête à entrer dans la gueule du lion. Ai-je le choix? Non. L'Opéra de Lyon était une caverne de dorure et de velours rouge, remplie des murmures de l'élite de Lyon, politiciens, juges et les criminels qui les possédaient. Quand Pierre Moretti était entré avec moi à son bras, les murmures s'étaient éteints instantanément. J'avais senti des centaines d'yeux se poser sur moi. J'avais serré plus fort le biceps de Pierre. Il avait couvert ma main de la sienne, son étreinte chaude et rassurante. « Tête haute », m'avait-il murmuré à l'oreille, son souffle me chatouillant la nuque. « Regardez-les comme s'ils vous devaient de l'argent, car la plupart d'entre eux m'en doivent. » Ils s'étaient déplacés à travers la foule comme des requins à travers un récif. Pierre m'avait présenté simplement comme Marie, laissant l'absence de nom de famille susciter la curiosité. J'avais joué mon rôle, souriant énigmatiquement, disant peu, me penchant vers Pierre comme si je l'adorais. Et le plus terrifiant, c'est que ce n'était pas difficile. Chaque fois qu'un regard s'attardait trop longtemps sur moi, le bras de Pierre se serrait autour de ma taille, une revendication silencieuse qui me faisait frissonner. Pierre. Une voix huilée par un faux charme avait fendu l'air. Pierre s'était raidi. Philippe. Il s'était tourné pour faire face à un homme tenant une coupe de champagne. Philippe Delacroix était plus âgé, peut-être 50 ans, avec des cheveux argentés et des yeux qui ressemblaient à des poissons morts. C'était le chef de la faction Nord, l'homme qui cherchait mon frère. « Je ne pensais pas que tu viendrais », avait dit Philippe, ses yeux glissant immédiatement sur moi. Il s'était léché les lèvres. « Et qui est cette charmante créature ?»« Ma fiancée », avait dit Pierre calmement. Le mot était tombé comme une bombe. Le sourire de Philippe avait vacillé. « Fiancée? Tu as été occupé, Pierre. Je n'ai pas entendu parler de fiançailles. Je garde mes trésors cachés, Philippe. Tu sais comme les gens aiment voler des choses dans cette ville. »
La voix de Pierre était légère, mais ses yeux étaient mortels. Philippe avait gloussé un rire sec et rauque. Il s'était rapproché de moi, tendant la main. « Un plaisir, ma chère. Je suis Philippe Delacroix. » J'étais resté immobile à ce nom. J'avais senti le corps de Pierre se tendre contre le mien. Delacroix, avais-je réussi à dire, gardant ma voix stable. Un nom commun, en effet. Philippe avait embrassé mes jointures, ses lèvres humides et froides. « Et d'où vient votre famille, ma chère? »« D'Italie, » avait interjeté Pierre en douceur, tirant ma main en arrière. « Vieux pays, histoires ennuyeuses. Nous sommes ici pour profiter de l'opéra, Philippe, pas pour construire un arbre généalogique. » Les yeux de Philippe s'étaient rétrécis. « Bien sûr, mais sois prudent, Pierre. Les choses acquises rapidement sont souvent perdues tout aussi vite. »« C'est une menace? » avait demandé Pierre, s'avançant, me protégeant de sa large épaule. « Un conseil? » Philippe avait souri, purement un conseil. Il s'était éloigné, disparaissant dans la foule. J'avais laissé échapper un souffle que j'avais retenu. « Il sait, avais-je murmuré. Il sait qui je suis. »« Il se doute, avait corrigé Pierre. Il cherche à savoir. S'il savait, tu serais dans le coffre d'une voiture en ce moment, pas en train de boire du Dom Pérignon. » Pierre m'avait guidé vers les escaliers du balcon. « Viens, le spectacle commence. Nous devons être vus dans la loge. » Alors qu'il marchait, un serveur m'avait bousculé. « Pardon, mademoiselle, » avait marmonné le serveur, me glissant une serviette dans la main avant de disparaître dans la foule. J'avais froncé les sourcils. J'avais regardé la serviette. Gribouillée au charbon, en désordre, il y avait 3 mots. « Renseignez-vous sur Isabelle. » J'avais froncé les sourcils, levant les yeux vers le profil acéré de Pierre. « Pierre? » Oui. Il avait baissé les yeux, son expression s'adoucissant en me regardant. « Qui est Isabelle? » Pierre s'était arrêté dans les escaliers. La chaleur avait disparu de ses yeux, remplacée par un vide glacé. Sa mâchoire s'était serrée si fort qu'un muscle avait tressauté sur sa joue. « Où avez-vous entendu ce nom? » Un serveur, il m'a donné ça. Je lui avais montré la serviette. Pierre avait arraché la serviette, la froissant dans son poing. Il avait balayé la foule en contrebas, ses yeux cherchant une menace, un tireur d'élite, n'importe quoi. « Ignorez ça, avait dit Pierre durement. C'est un jeu psychologique. »« Est-ce que... Était-ce votre fiancée? »« C'était ma femme, avait dit Pierre, les mots arrachés de sa gorge. Elle est morte il y a 4 ans. J'avais senti un gouffre froid s'ouvrir dans mon estomac. Comment? Pierre m'avait regardé, et pour la première fois, j'avais vu une vraie peur dans ses yeux. Pas pour lui-même, mais pour ce qu'il était sur le point de dire. Elle était assise dans une voiture, avait dit Pierre doucement, exactement comme celle dans laquelle nous allons partir. C'était une bombe destinée à moi. Il avait attrapé ma main, son étreinte frôlant la douleur. C'est pourquoi je ne laisse pas les gens vous faire du mal, Mary. Parce que j'ai survécu, et je ne ferai pas la même erreur 2 fois. Il m'avait tiré dans les escaliers. La façade romantique s'était brisée, remplacée par la sombre réalité de son monde. Je trébuchais derrière lui, la robe rouge bruissant comme des feuilles sèches. J'avais réalisé alors que la cage dorée n'était pas là pour me garder à l'intérieur. C'était pour empêcher la mort d'entrer. Mais la mort avait trouvé un moyen d'envoyer un message. L'opéra n'avait été qu'un flou de notes aiguës et de tragédies. Mais le vrai drame était dans le silence entre nous. Pierre était assis dans le coin sombre de la loge VIP. Ses yeux ne regardaient jamais la scène. Il surveillait les sorties, il surveillait les ombres. J'étais assise au premier rang, la robe rouge se répandant sur le fauteuil de velours, me sentant comme un appât sur un hameçon. Quand le rideau était tombé, Pierre n'avait pas attendu les applaudissements. « Nous partons maintenant. » Il s'était déplacé à travers les couloirs arrière, flanqué de gens et de 2 autres gardes. L'air était froid quand ils étaient sortis dans l'allée où la limousine attendait. Jean, prendre la route le long de la côte, le long chemin, avait ordonné Pierre en me poussant sur le siège arrière. « Patron, c'est exposé, »
avait argumenté Jean. Ils s'attendent à ce que nous prenions l'autoroute. Fais-le. La voiture avait démarré, les lourdes portes blindées se verrouillant avec un bruit sourd et rassurant. L'intérieur était silencieux. J'avais regardé Pierre. Il vérifiait d'un pistolet, un Beretta noir élégant, le glissant dans son holster d'épaule. « Vous avez une arme, avais-je déclaré. « J'ai toujours une arme. » Pierre, la note. « Laissez tomber, Marie. Si je risque ma vie en faisant semblant d'être votre fiancé, je mérite de connaître la vérité. Est-ce que les Delacroix ont tué votre femme? » Pierre s'était tourné vers moi. Les lampadaires qui passaient découpaient des tranches de lumière sur son visage. C'était mon propre oncle. Il voulait le trône. Je l'ai tué de mes propres mains la nuit de ses funérailles. Il avait tendu le bras, prenant ma main. Sa paume était cailleuse, rugueuse contre ma peau lisse. Isabelle était innocente comme vous. Elle n'appartenait pas à cette fille. J'ai essayé de la protéger de tout ça, mais mon ombre était trop longue. Et maintenant, vous m'utilisez comme bouclier, avais-je dit amèrement. Non, avait dit Pierre intensément. Vous n'êtes pas un bouclier, vous êtes l'appât pour faire sortir Philippe, oui. Mais je suis le piège. Je lui briserai le cou avant qu'il ne s'approche à moins de 3 mètres de vous. C'est réconfortant. C'est la vérité. Soudain, la voiture avait fait une embardée violente. Les pneus avaient crissé. J'avais été projeté contre la porte, ma tête cognant contre la vitre. Crash! Un SUV nous avait percuté de côté à une intersection. Le blindage lourd de la limousine avait tenu, mais la force avait fait tourner la voiture sur l'asphalte mouillé. « Baissez-vous » avait rugi Pierre. Il s'était jeté sur moi, couvrant mon corps du sien alors que la voiture s'écrasait contre un lampadaire. Le verre s'était brisé, du verre de sécurité renforcé, se transformant en une toile d'araignée de fissures, mais ne se brisant pas. Des coups de feu avaient éclaté. Pop, 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 pop. Des balles avaient martelé la fenêtre, juste là où ma tête avait été une seconde auparavant. « John !» avait crié Pierre. « Moteur coupé, patron, 2 voitures, 4 tireurs arrivent par la gauche !» avait crié Jean de l'avant. Pierre avait ouvert la porte du côté droit, loin des tireurs. Il m'avait attrapé par la taille. « Bouge, cours vers l'allée. »« Je ne peux pas, mes chaussures !» Pierre n'avait pas hésité. Il avait attrapé le tissu de ma robe coûteuse et avait déchiré la fente plus haut, libérant mes jambes. Puis il avait attrapé ma main. « Cours, Marie, ou meurs. » Nous étions sortis de la voiture, sous la pluie froide de Marseille. Le son des coupes de feu était assourdissant maintenant. Jean et les gardes ripostaient, nous offrant une couverture. J'avais enlevé mes talons et j'avais couru pieds nus sur le trottoir mouillé, le froid mordant mes pieds. Pierre était une silhouette sombre devant moi, me tirant, me guidant. Nous avions sprinté dans une ruelle étroite, les bruits du chaos s'estompant légèrement derrière nous. Nous étions apparus dans une rue latérale. Une berline noire y tournait au ralenti, une voiture de réserve de Meillevicteur. Pierre avait sorti un jeu de clés de des poches, l'avait déverrouillé et m'avait poussé à l'intérieur. Il avait sauté sur le siège du conducteur, faisant vrombir le moteur. Ils étaient partis en trombe juste au moment où des hommes armés de mitraillettes avaient tourné le coin de l'allée. Pierre conduisait comme un fou. Il avait grillé 3 feux rouges, se faufilant dans le trafic, vérifiant constamment les rétroviseurs. Il n'avait pas parlé pendant 20 minutes, ses jointures blanches sur le volant. Finalement, il avait ralenti. Ils étaient loin du centre-ville, se dirigeant vers les bois denses des réserves forestières. Il avait tourné sur un chemin de gravier qui serpentait sur une colline escarpée. « Où allons-nous » avais-je demandé. Ma voix tremblait si fort que mes dents claquaient. L'adrénaline s'estompait, remplacée par un froid profond. « Une cachette » avait dit Pierre. « Personne n'est au courant. Pas même Jean. » La voiture s'était arrêtée brusquement devant une cabane moderne en verre caché au fond des arbres. Elle avait l'air sombre, froide et isolée. Pierre avait coupé le moteur. Le silence qui avait suivi était lourd. Il s'était tourné vers moi. « Êtes-vous touché »
J'avais baissé les yeux sur moi-même. La robe rouge était déchirée, boueuse et trempée par la pluie, mais il n'y avait pas de sang qui n'était pas là avant. Je... je ne crois pas. Pierre était sorti et était venu jusqu'à ma porte. Il l'avait ouverte et m'avait tendu la main. Je l'avais prise, mais mes jambes refusaient de fonctionner. J'étais tombé en avant. Pour la deuxième fois de notre courte connaissance, Pierre m'avait rattrapé. Il m'avait porté dans la maison, fermant la porte d'un coup de pied derrière eux. Il n'avait pas allumé les lumières. Il se déplaçait de mémoire, me portant dans un salon qui sentait le cèdre et la poussière. Il m'avait posé sur un canapé en cuir souple. Il était allé à la cheminée et avait allumé une allumette. En quelques minutes, un feu crépitait, projetant des ombres oranges dansantes à travers la pièce. Pierre s'était retourné vers moi. Il avait retiré sa veste de smoking, abîmée, et l'avait jetée par terre. Sa chemise blanche était translucide avec la pluie, collée à sa poitrine. « Laissez-moi voir », avait-il ordonné. Il s'était agenouillé devant moi. Il ne demandait pas la permission. Il avait doucement remonté les manches déchirées de ma robe. Il avait vérifié mes côtes, ses doigts sondant doucement pour des os cassés. « Vous vous êtes cogné la tête », avait-il murmuré, repoussant mes cheveux mouillés. Ses doigts s'étaient revenus avec une petite trace de sang d'une coupure sur ma tempe. « Je vais bien », avais-je murmuré. Je tremblais violemment. « Vous êtes en état de choc. » Pierre s'était levé et avait disparu dans une autre pièce. Il était revenu avec une épaisse couverture en laine et une bouteille de whisky. Il avait enveloppé la couverture autour de moi, la serrant. Puis il avait ouvert la bouteille et avait pris une gorgée avant de me la tendre. « Buvez, ça aide. » J'avais pris une gorgée. Le liquide en feu m'avait brûlé la gorge. Mais cela avait arrêté le claquement de mes dents. Je l'avais regardé. Il était assis par terre devant le feu. Un genou levé, son bras posé dessus. Il avait l'air épuisé. Il avait l'air humain. Il nous attendait, avais-je dit. Oui. Comment connaissait-il la route? Quelqu'un leur a dit, avait dit Pierre, sa voix sombre. Quelqu'un de proche de moi. Jean? Non, Jean a pris une balle pour moi ce soir. Je l'ai vu tomber. J'avais haleté. Est-ce qu'il... Il portait un gilet. Il est costaud, mais il est hors combat. Pierre fixait le feu. Il ne reste que quelques personnes qui connaissaient les détails du transport. Il avait tourné la tête pour me regarder. La lumière du feu se reflétait dans ses yeux sombres. Nous sommes seuls, Marie, complètement seuls. Tant que je n'aurai pas trouvé qui m'a trahi, je ne peux appeler personne. Alors, nous sommes coincés ici. Oui. Pendant combien de temps? Aussi longtemps qu'il le faudra. J'avais serré la couverture plus fort. Vous avez dit que vous vouliez trouver l'objet que Julien a volé. Est-ce que cela a un rapport avec ça? Pierre avait soupiré. Il s'était déplacé du sol pour s'asseoir à côté de moi sur le canapé. Il était proche, mais il ne m'avait pas touché. Votre frère, avait commencé Pierre, n'a pas volé d'argent. Il a volé un registre. Un registre? Un registre numérique, un disque dur contenant les enregistrements de paiement de chaque juge, flics et politiciens corrompus sur la liste de paye des Delacroix depuis 10 ans. Il vaut des milliards en levier. C'est suffisant pour envoyer Philippe Delacroix à la chaise électrique et démanteler tout leur empire. Mes yeux s'étaient écarquillés. Et Julien l'a. Julien l'avait. Il a essayé de me le vendre. Nous avions une rencontre prévue, mais il a paniqué et s'est enfui. Il l'a caché quelque part. Pierre s'était penché plus près. Philippe pense que je l'ai ou que vous savez où il est. C'est pourquoi ils vous veulent. Il pense que Julien vous a dit l'emplacement. Il ne l'a pas fait. Je ne lui ai pas parlé depuis des mois. Je sais, avait dit Pierre doucement, mais eux ne le croient pas. Il avait tendu la main, hésitant avant de me prendre la nuque. Son pouce avait caressé le point de pulsation sous mon oreille. Mon cœur battait la chamade sous son contact. « Marie, avait-il murmuré, réfléchissez. Est-ce que Julien vous a envoyé quelque chose? Une lettre, une carte postale, un message bizarre? N'importe quoi au cours des 3 derniers mois? » J'avais fermé les yeux.
essayant de penser à travers la peur et l'épuisement. Non, rien. Il est juste parti. Attendez, mes yeux s'étaient ouverts en grand. Il m'a envoyé une carte d'anniversaire, avais-je murmuré. Il y a 2 mois, elle était en retard. Il n'y avait rien dedans, juste une photo de nous quand nous étions enfants. Où est cette carte? Avait demandé Pierre, son intensité revenant. Elle est dans mon appartement, dans la boîte à chaussures sous mon lit. Pierre avait juré doucement en italien. Votre appartement, le premier endroit où ils regarderont. Il s'était levé et avait commencé à faire les 100 pas dans la pièce. Si cette carte contient une clé, un code ou des coordonnées, nous en avons besoin avant qu'il ne la trouve. Mais vous avez dit que nous ne pouvions pas partir. Nous ne pouvons pas, avait concédé Pierre. Il avait arrêté de faire les 100 pas et m'avait regardé. Pas ce soir. Ce soir, la ville nous chasse. Ce soir, nous nous reposons. Il était retourné au canapé. Il m'avait regardé, recroquevillé sous la couverture. Mon maquillage était maculé, mes cheveux en bataille. Vous avez bien fait aujourd'hui, avait-il dit doucement. Vous n'avez pas gelé. J'étais terrifié. La peur, c'est bien. La panique, c'est ce qui vous tue. Il s'était rassis, plus près cette fois. L'espace entre nous semblait chargé d'électricité. L'adrénaline de la chasse s'était estompée, laissant derrière elle un besoin brut et primitif de réconfort. J'avais regardé ses lèvres. Je me souvenais de la façon dont il m'avait revendiqué devant la foule, de la façon dont il avait protégé mon corps du sien dans la voiture. Pierre, avais-je murmuré. Il m'avait regardé, son regard descendant vers mes lèvres. Pourquoi m'avez-vous vraiment sauvé? Avais-je demandé. Cette première nuit au club, vous ne saviez rien de Julien, puis vous ne saviez rien du registre. Vous avez juste vu une serveuse laisser tomber un plateau. Pierre était resté silencieux pendant un long moment. Il avait tendu le bras et avait glissé une mèche de cheveux derrière mon oreille, ses doigts s'attardant sur ma mâchoire. J'ai vu vos yeux, avait-il avoué, sa voix rauque. Vous aviez l'air de vous noyer, et pendant 1 seconde, vous aviez exactement l'air de ce que je ressens tous les jours. Il s'était penché, son front reposant contre le mien. Je vous ai sauvé parce que je ne pouvais pas me sauver moi-même. Mon souffle s'était coupé. J'avais tourné légèrement mon visage, mon nez effleurant le sien. C'était une invitation, une question. Pierre ne s'était pas reculé, mais il ne m'avait pas embrassé. Il s'était retiré, ses yeux pleins d'une retenue torturée. « Dormez, Marie » avait-il commandé doucement, se levant brusquement. « Je prendrai le premier quart. » Il était allé à la fenêtre, pistolet à la main, fixant la forêt sombre et trempée de pluie. Je l'avais regardé, mon cœur me faisant mal dans ma poitrine. Je m'étais allongé sur le canapé, tirant la couverture de laine. J'avais observé la silhouette du monstre qui m'avait sauvé, l'homme qui avait perdu sa femme dans une bombe, le roi de Marseille, qui était maintenant un fugitif dans une maison de verre. J'avais réalisé avec une clarté terrifiante que je ne faisais plus seulement semblant. J'étais en train de tomber et cette fois, il n'y aurait peut-être personne pour me rattraper. La lumière de l'aube filtrait à travers les murs de verre de la cachette, donnant à la pièce un gris pâle et fantomatique. Je m'étais réveillé en sursaut, ma main tendant instinctivement le bras. L'autre côté du canapé était vide. Je m'étais assise, la panique s'emparant de ma poitrine. Mais ensuite je l'avais vu. Pierre était dehors sur la terrasse, debout sous la pluie, torse nu. Il se lavait le sang des bras avec de l'eau d'un baril de pluie. Les cicatrices sur son dos étaient une carte routière de la violence. Marques, blessures par balle, brûlures. Il ressemblait à un ange déchu lavant des péchés qui ne le quitterait jamais vraiment. J'avais marché jusqu'à la porte vitrée et je l'avais poussée. L'air froid m'avait frappé, mais je ne m'étais pas arrêté avant d'être à côté de lui. Pierre s'était retourné. L'eau goûtait de ses cheveux foncés sur sa poitrine. Il m'avait regardé, ses yeux méfiants. « Il faut bouger », avait-il dit, sa voix rauque. « S'ils ont trouvé la route, ils pourraient trouver cet endroit. Nous avons une fenêtre de 2 heures avant que la ville ne se réveille complètement. Pour aller à mon appartement,
Oui, nous récupérons la carte. Nous trouvons la clé. Nous mettons fin à tout cela. Il était rentré se séchant avec une serviette rugueuse. Il m'avait jeté une pile de vêtements qu'il avait récupérés d'un placard. Équipement tactique gardé pour les urgences. Pantalon cargo noir, un haut thermique, une veste lourde. Mettez ça, la robe est un handicap. J'avais changé rapidement. Quand je m'étais retourné, Pierre chargeait un nouveau chargeur dans son Beretta. Il avait sorti une deuxième arme d'un plancher caché, un Sig Sauer plus petit et compact. Il me l'avait tendu. Je fixais le métal froid. Je n'ai jamais tiré avec une arme. C'est simple, avait dit Pierre, sa voix dénuée de pitié. Pointez, appuyez, ne fermez pas les yeux. Il m'avait attrapé la main et avait pressé l'arme dans ma paume, enveloppant mes doigts autour. Si nous sommes séparés et que quelqu'un essaie de vous prendre, vous utilisez ça. Vous n'hésitez pas. Vous vastez le centre de la masse. Marie, promettez-moi, avait-il commandé, ses yeux flamboyants. Je promets. Ils avaient pris un vieux pick-up Ford gardé dans le garage, un véhicule non immatriculé et intraçable. Pierre conduisait avec une agressivité calculée, entrant dans Marseille par le quartier industriel pour éviter les caméras de circulation. Mon appartement était dans un immeuble en briques délabré à Noailles. Pierre s'était garé à 2 pâtés de maison dans une ruelle. « Restez prêts », avait-il murmuré. Il s'était déplacé dans l'ombre, évitant l'entrée principale. Pierre avait crocheté la serrure de la porte de service à l'arrière avec une vitesse terrifiante. Ils avaient monté les 4 étages en silence. L'odeur de cigarettes éventées et de chaux bouilli remplissait le couloir. Quand ils étaient arrivés à la porte 4, Pierre s'était arrêté. Il avait inspecté le cadre de la porte. « Il y avait un cheveu ici », avait-il chuchoté, montrant la charnière. « Je l'ai placé il y a des semaines quand j'ai fait surveiller vos arrières. Il est parti. Quelqu'un est entré. » J'avais respiré. Quelqu'un est encore à l'intérieur. Pierre m'avait fait signe de reculer contre le mur. Il avait sorti son arme. Il n'avait pas défoncé la porte. Il avait tourné la poignée lentement. Elle n'était pas verrouillée et l'avait poussée avec le canon de son arme. L'appartement était en ruine. Le canapé était éventré, le rembourrage explosant comme des nuages de coton. Le matelas était retourné. Les tiroirs étaient tirés. Les vêtements éparpillés partout. Et assis au milieu du chaos sur une chaise de cuisine en bois face à la porte, il y avait un homme. Il tenait un pistolet silencieux sur ses genoux. Il fumait une cigarette. « Bonjour, Pierre », avait dit l'homme calmement. Pierre s'était immobilisé. « Antoine ». J'avais jeté un coup d'œil par-dessus l'épaule de Pierre. L'homme, Antoine, était plus âgé, avec un visage aimable qui ne correspondait pas au pistolet dans sa main. C'était le conseiller de Pierre, son bras droit, l'homme qui était assis à la table VIP la nuit de notre rencontre. « Pourquoi ?» avait demandé Pierre. Il n'avait pas baissé son arme. « Les affaires, Pierre. » Antoine avait haussé les épaules, écrasant sa cigarette sur le sol. « Philippe a fait une offre, le Nord et le Sud unis. Plus de guerre, il voulait juste le registre. Il m'a promis les contrats de l'autorité portuaire. Tu m'as vendu pour des conteneurs maritimes? » La voix de Pierre était glaciale. « Je t'ai vendu parce que tu es faible, Pierre. » Antoine avait craché, sa façade calme se fissurant. « Depuis la mort d'Isabelle, tu es prudent. Tu as arrêté de t'étendre. Et maintenant, tu risques tout pour une serveuse, une fille qui ne représente rien. » « Elle représente tout, » avait dit Pierre. La confession avait plané dans l'air, lourde et indéniable. Antoine avait ri. « Comme c'est romantique et tragique, les gars sont sur le toit, Pierre. Tu n'as nulle part où aller. Donne-moi la fille et je pourrais te laisser partir. » Jamais. Alors tu meurs. Antoine avait levé son arme. Bang! Le coup de feu était assourdissant dans le petit espace, mais il ne venait pas d'Antoine et il ne venait pas de Pierre. Les yeux d'Antoine s'étaient écarquillés. Il avait baissé les yeux sur sa poitrine où une fleur rouge s'épanouissait sur sa chemise blanche. Il s'était effondré, tombant de la chaise. Pierre s'était retourné.
J'étais dans l'embrasure de la porte, le Sig Sauer levé à 2 mains. La fumée s'échappait du canon. Mon visage était pâle, mes yeux grands ouverts de choc, mais mes mains étaient instables. Je n'ai pas fermé les yeux, avais-je murmuré. Pierre m'avait regardé, un mélange d'émerveillement et de férocité dans son regard. Il avait bougé instantanément, repoussant l'arme d'Antoine d'un coup de pied, vérifiant le couloir. Il faut y aller. Le coup n'était pas silencieux. Ils l'ont entendu. Il m'avait attrapé par le bras. La boîte à chaussures, où est-elle? J'avais traversé le désordre jusqu'au lit renversé. J'avais déchiré le revêtement du sommier. Ici, j'avais sorti une boîte à chaussures Nike abîmée. Elle était vide, jetée de côté par les intrus. « Elle est vide », avais-je crié. « La carte », avait claqué Pierre. « Où est la carte ?» J'avais regardé frénétiquement autour de moi. Je l'avais vue. Une carte Hallmark bon marché avec un chien de dessin animé, piétinée sous une empreinte de botte près de la fenêtre. Je l'avais attrapée. Je l'ai! Bougé! Ils avaient sprinté vers la porte, juste au moment où des pas lourds tonnaient dans le couloir. « Échelle de secours !» avait crié Pierre. Il avait brisé la fenêtre d'un coup de pied. Le verre était tombé en pluie dans l'allée 4 étages plus bas. Il était monté sur la grille métallique rouillée et m'avait tiré après lui. Des balles avaient brisé le cadre de la fenêtre alors qu'il descendait. « Sautez !» avait ordonné Pierre. Quand ils avaient atteint le 2e étage, l'échelle était rouillée et bloquée. Ils avaient sauté dans une benne à ordures remplie de cartons. Ils en étaient sortis, essoufflés, sales et vivants. Ils étaient retournés au camion. Pierre avait démarré en trombe, les pneus crissant juste au moment où un SUV noir tournait au coin. « Vérifiez la carte », avait ordonné Pierre, les yeux rivés sur le rétroviseur. Que dit-elle? J'avais déchiré l'enveloppe. C'était juste une photo de moi et Julien au vieux port de Marseille, mangeant de la barbe à papa. « C'est juste une photo », avais-je crié, la retournant. « Il n'y a rien d'écrit dessus. » Pierre avait jeté un coup d'œil. Regardez de plus près. Julien était un joueur, pas un poète. Il manipule des chiffres. J'avais fixé la photo, j'avais regardé le tampon de date dans le coin. 12 mai 2018. Ce n'est pas la date à laquelle la photo a été prise, avais-je réalisé. Nous étions des enfants sur cette photo. Ça dit 2018. C'est un code, avait dit Pierre. Le 12 mai 2018, un casier de stockage. Un casier, non. J'avais halté. C'est une tombe. Pierre m'avait regardé. Notre père est mort le 12 mai. Il est enterré au cimetière de la Guillotière. J'avais dit, les larmes aux yeux. Julien l'a caché dans la tombe de papa. Pierre avait appuyé sur l'accélérateur. Alors, c'est là que nous allons. Et c'est là que nous en finissons avec ça. Le cimetière de la Guillotière était une ville tentaculaire des morts. Des mausolées gothiques s'élevant comme des dents déchiquetées contre le ciel gris et orageux. Pierre avait garé le camion derrière l'abri d'entretien. Il avait vérifié ses munitions. Il lui restait un chargeur. « C'est tout », avait dit Pierre. Il s'était tourné vers moi. « Restez ici. » « Non », avais-je dit fermement. J'avais rechargé ma propre âme. Mes mouvements étaient maladroits mais déterminés. C'est la tombe de mon père. C'est le désordre de mon frère. Je viens avec vous. Pierre m'avait regardé, vraiment regardé. La serveuse qui s'était évanouie avait disparu. À sa place, il y avait une femme forgée par le feu. « Restez derrière moi », avait-il dit. Il s'était déplacé entre les rangées de pierres tombales. Le vent hurlait à travers les arbres. Ils avaient atteint le carré familial Roussel, sans rapport avec les gangsters, juste une coïncidence de nom commun. Là, assise sur la dalle de granit de la tombe de mon père, il y avait une petite silhouette terrifiée. « Julien !» avais-je crié avant de pouvoir me retenir. Mon frère avait levé les yeux. Il était maigre, meurtri et tremblant. Il tenait une petite clé USB argentée dans sa main. « Marie !» avait-il sangloté. « Je suis désolé, tellement désolé. » « Ne bouge pas, Julien !» avait commandé Pierre, s'avançant dans la clairière. Mais c'était trop tard.
Des ombres se détachèrent des mausolées qui les entouraient. Philippe Delacroix était sorti de derrière une statue d'ange pleureur. Il était flanqué de 6 hommes, tous lourdement armés. Retrouvailles familiales avait traîné Philippe, sa voix portée par le vent. Si émouvant. Pierre m'avait tiré derrière lui, levant son arme. « Laisse le garçon partir, Philippe. » Le garçon? Philippe avait ri. Le garçon est la raison pour laquelle nous sommes ici. Il a ma propriété. Il avait regardé Julien. Apporte-le ici, gamin, et peut-être que je ne tuerai pas ta sœur. Julien s'était levé tremblant. Il avait regardé Pierre, puis moi. Ne fais pas ça, Julien, avais-je crié. Il va nous tuer de toute façon. Elle a raison, avait dit Pierre calmement. Philippe ne laisse pas de témoin. Pierre avait légèrement baissé son arme. Tu veux le registre, Philippe? Viens le chercher. Mais sache ceci. Si tu appuies sur la gâchette, les fichiers sont déjà en ligne. Philippe s'était immobilisé. Tu bluffes. Tu viens juste de trouver l'emplacement. Vraiment? Pierre avait souri. Où ai-je fait intercepter le disque il y a des heures? Peut-être que n'est qu'une réunion pour discuter de ta reddition. Philippe avait hésité. Ses yeux avaient balayé le cimetière, cherchant des tireurs d'élite. La graine de doute plantée par la réputation de Pierre d'avoir toujours 10 coups d'avance avait pris racine. « Tuez-les !» avait hurlé Philippe, perdant son sang-froid. « Maintenant !» avait crié Pierre. Il n'avait pas tiré sur Philippe. Il avait tiré sur l'ange de Pierre, au-dessus de la tête de Philippe. L'aile massive en marbre s'était brisée, un énorme morceau tombant directement sur le tireur à côté de Philippe. Le chaos avait éclaté. Pierre nous avait poussés, Julien et moi, derrière un grand obélisque de granit. Des balles avaient ébréché la pierre, nous couvrant de poussière. « Je n'ai plus de munitions !» avait crié Pierre, sa culasse se bloquant en arrière. « J'ai 2 coups !» avais-je crié. « Julien, donne-moi le disque !» avait exigé Pierre. Julien le lui avait tendu. Pierre l'avait regardé, puis avait regardé le tireur qui approchait. « Marie, avait dit Pierre, me prenant le visage, faites-moi confiance. » Il s'était levé, les mains en l'air, tenant la clé USB bien haut. « Arrêtez !» avait rugi Pierre. Sa voix était si puissante qu'elle semblait arrêter le vent lui-même. Les tirs avaient cessé. « Vous le voulez ?» avait crié Pierre à Philippe. « Ici !» Il avait jeté la clé USB. Elle avait tracé un arc dans l'air, atterrissant dans l'herbe mouillée entre les 2 factions. Les yeux de Philippe s'étaient illuminés de cupidité. Il avait couru en avant, abandonnant sa couverture. Ses hommes l'avaient suivi. Pierre avait souri. C'était un sourire froid et terrifiant. Il avait sorti un petit détonateur de sa poche. « Boum !» avait-il murmuré. Le sol sous la clé USB avait explosé. Pierre n'avait pas seulement lavé le sang à la cachette. Il avait préparé des explosifs improvisés à partir des fournitures que Jean gardait dans le camion. Il avait planté la charge dans l'herbe pendant que je serrais Julien dans mes bras, anticipant le point d'étranglement. L'explosion avait projeté Philippe et 3 de ses hommes à terre. Pierre n'avait pas attendu. Il avait sorti un couteau de sa botte, sa dernière arme, et avait sprinté à travers l'espace. Il avait atteint Philippe, qui gémissait au sol, les oreilles saignant. Pierre avait placé la lame contre la gorge de Philippe. Les hommes armés restants s'étaient immobilisés. « Lâchez-les !» avait rugi Pierre aux sbires. « Ou votre roi meurt !» Les hommes avaient regardé Philippe, puis l'homme aux yeux de démon. Ils avaient lâché leurs armes. Pierre s'était penché, murmurant à l'oreille de Philippe. « Tu es venu chercher ma couronne, Philippe. Mais tu as oublié une chose. Le roi ne quitte jamais l'échiquier avant que la partie ne soit gagnée. » Des sirènes gémissaient au loin. La police honnête, celle qui était sur l'autre liste de paix de Pierre, arrivait. Pierre s'était levé, laissant Philippe brisé et vaincu aux autorités. Il était retourné à l'obélisque. Je tenais Julien pleurant. J'avais levé les yeux quand Pierre s'était approché. Il était couvert de saleté, de sang et de poudre à canon.
Il m'avait regardé et le masque était enfin tombé complètement. « C'est fini », avait-il dit. Je m'étais levé, je m'étais approché de lui, ignorant les sirènes, la pluie et les ruines de la bataille. Je l'avais giflé, fort. Pierre n'avait pas oscillé, puis je l'avais attrapé par le col et je l'avais embrassé. C'était un baiser de soulagement, de colère, de survie. Les bras de Pierre s'étaient enroulés autour de moi, me pressant contre lui. Il avait enfoui son visage dans mon cou, respirant mon odeur. « Qui vous a fait ça ?» lui avais-je murmuré en retour, traçant une coupure sur sa joue. Pierre m'avait regardé, ses yeux sombres enfin clairs. « Personne, avait-il dit. Plus maintenant. » 3 mois plus tard, la salle Onyx était fermée pour un événement privé. Je suis entré. Je ne portais pas d'uniforme de serveuse. J'étais dans une robe de soie noire qui m'allait parfaitement. Et à mon doigt, il y avait une bague. Pas un accessoire, mais une promesse. J'avais marché jusqu'à la table VIP. Julien était là, habillé en costume, l'air en pleine forme. Il travaillait maintenant, gérant légitimement les stocks du club. Il m'avait souri. « Salut de ma sœur, le patron attend. » J'étais allé au bureau arrière. Pierre était derrière le bureau, examinant des contrats. Le Nord était tombé, les territoires étaient unis. Il était le roi incontesté de Marseille. Il avait levé les yeux quand je suis entré. Les lignes dures de son visage s'étaient instantanément adoucies. « Comment s'est passée la réunion ?» avait-il demandé. « Ennuyeuse ?» J'avais souri contournant le bureau. La décoratrice d'intérieur veut mettre des pastels dans la chambre du bébé. Je lui ai dit, « Si elle apporte du rose dans notre maison, tu lui tireras dessus. » Pierre avait ri, me tirant sur ses genoux. Sa main reposait possessivement sur mon ventre, où une nouvelle vie commençait tout juste à grandir. « Je pourrais bien le faire, » avait-il concédé. Il avait embrassé ma main, juste là où se trouvaient les ecchymoses. « Je t'aime, Marie. Je t'aime, Pierre. » Il s'était penché en arrière, regardant la femme qui était tombée dans ses bras et avait sauvé son âme. « La table 4 attend, » avais-je taquiné. « Qu'ils attendent, » avait dit Pierre Moretti, me tirant vers lui pour un baiser. « Je suis avec ma femme. Et aujourd'hui, la cicatrice de ce passé est toujours là, vous savez. Mon ventre s'arrondit, oui, un petit quelque chose qui, je l'espère, connaîtra une vie plus douce. Julien est en sécurité, ou du moins aussi en sécurité que l'on peut l'être dans le monde de Pierre. Et Pierre, Pierre et Pierre. Il y a des matins où je me réveille et je me demande si tout cela n'est pas un rêve étrange, un cauchemar dont je n'arrive pas à sortir. Le bonheur, c'est un mot trop simple, trop rose pour décrire tout ça. C'est juste la vie, ma vie, une vie qui, étrangement, est devenue la mienne, que je le veuille ou non. Et c'est peut-être ça, le plus terrifiant, ou le plus beau, je ne sais plus.